Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 16 mars 1914, l'élégante Henriette Caillot, l'épouse de Joseph Caillot, elle est toute en noir et gris, coiffée d'un grand chapeau à aigrette, elle se présente dans les bureaux du Figaro, le journal qui se trouve à l'époque rue Drouot. Et elle demande à voir le patron, le directeur, c'est Gaston Calmette, de la part de Madame Caillot. Son mari est le ministre des Finances à l'époque. Calmette, le directeur du journal, n'est pas encore là. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Madame Caillot va attendre, elle est assise, elle ne va pas faire de bruit. Et voilà qu'une heure plus tard, le patron du Figaro arrive enfin. Il la fait entrer dans son bureau. Et c'est à ce moment-là qu'elle tire de son manchon en fourrure un petit revolver et se met à tirer à 6 reprises. Quand les huissiers se ruent dans le bureau, Gaston Calmette est recroquevillé sur le tapis. Henriette dit d'une voix blanche « C'était le seul moyen d'en finir !» Et le pauvre homme va mourir dans la nuit, d'une hémorragie. Énorme scandale, vous imaginez. Devant le juge d'instruction, Henriette Caillot va tenter de s'expliquer. Le directeur du journal s'apprêtait à publier des lettres compromettantes pour la réputation de son mari, et donc par conséquent pour la sienne. Des lettres que Joseph Caillot lui avait écrites quand elle et lui étaient amants, mais à l'époque, lui était marié. Des lettres qui étaient signées Tongeau. Des lettres qui viendraient en quelque sorte constituer le point d'orgue d'une violente campagne de presse menée contre le ministre par la droite et en tout premier lieu par le Figaro. On est dans cette époque du début du XXe siècle où les campagnes de presse sont un des moyens les plus répandus pour faire avancer un certain nombre d'intérêts politiques. La presse a affublé Caillot d'un sobriquet, le canaillot. Nous allons voir pourquoi, il y a une raison à tout ça. En voulant défendre son mari, Henriette va donc provoquer absolument le contraire, la chute de Joseph Caillot qui avait un poids très important à gauche. Il va devoir démissionner des finances dans un contexte extrêmement tendu parce que je vous rappelle qu'on est en mars 1914 et que ce qui couve entre la France et l'Angleterre, c'est tout simplement la guerre, la grande guerre. Les élections approchent, les Français vont décider de la politique qu'il convient de suivre et Caillot est le partisan de l'apaisement avec l'Allemagne. Il cherche à tout prix une autre voie que la guerre, sauf qu'il y a bien d'autres voies, dont celle de Poincaré, qui est le président de la République, qui pense que la France étant en position de force pour emporter la bataille sur un plan militaire, doit se lancer dans la guerre. À cause de l'assassinat du directeur du Figaro par Henriette, Joseph Caillot va devoir se mettre en retrait. Il va devoir abandonner le terrain politique à tous ceux qui justement veulent cette guerre. Il était le dernier rempart d'une certaine manière. Et après le procès d'Henriette, on peut dire que le procès va continuer dans l'arène politique parce que Joseph Caillot est un lutteur. C'est un des grands fauves de la Troisième République, même si on a un peu oublié son nom aujourd'hui, mais dites-vous qu'il est de la trempe d'un Ferry, d'un Clémenceau, d'un Léon Blum, le premier homme d'État moderne qui l'a ainsi qualifié, c'est le général de Gaulle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je fus républicain aussitôt que je pensais par moi-même, annonce Joseph Caillot dans ses mémoires. Il se trouve que ces mémoires, ils viennent d'être republiés chez Perrin, présentés et annotés par Henri Paul. Caillot est issu d'une famille qui a fait fortune à l'époque de la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe. Avant lui, son père déjà était député de la Sarthe. En 1888, le jeune Joseph a passé haut la main le concours de l'inspection générale des finances. À Paris, il est devenu un de ces jeunes loups là qui menaient grand train, séducteur, avec une garde-robe dernier cri, la moustache toujours soignée, un peu à la Hercule Poirot, le crâne tout à fait lisse. À 35 ans, il se fait élire dans la Sarthe, à Mamers, à la Chambre des députés. Il siège sur les bancs du Parti républicain, donc il est plutôt centre-droit, et il va peu à peu s'éloigner des conservateurs qui sont de plus en plus minoritaires dans cette Troisième République de la fin du XIXe siècle qui est en train de passer à gauche, et son ambition le pousse à gauche. C'est Jean Chassenet, l'historien Jean Chassenet, qui dit cela, et qui est cité par Henri Paul, justement, dans sa présentation des mémoires.
L'année suivante, Waldeck-Rousseau va appeler Caillaux au gouvernement, ce qui veut dire qu'il est ministre des Finances à 36 ans. Et le programme qu'il va appliquer en tant que ministre des Finances et que ce gouvernement Waldeck-Rousseau applique, c'est laïcité, fermeté, réforme. Il s'agit de faire barrage aux nationalistes et aux anti-Dreyfusards. N'oubliez pas le contexte de l'époque, on est en 1900. Waldeck-Rousseau a la charge d'instaurer l'impôt sur le revenu, qui à l'époque n'existait pas encore. Et Caillaux va s'arranger pour faire capoter le projet. Il écrit à Henriette, qui à l'époque est donc sa maîtresse, c'est pas encore son épouse. J'ai écrasé l'impôt sur le revenu en ayant l'air de le défendre. Je me suis fait acclamer par le centre et par la droite et je n'ai pas trop mécontenté la gauche. Bon, est-ce qu'on peut parler d'un manœuvrier ? Oui, sans doute. Il n'imagine pas, Joseph Caillaux, que 14 ans plus tard, cette lettre cynique va arriver entre les mains du directeur du Figaro, donc de Gaston Calmette, et que celui-ci va la publier. Pourtant, la vérité, c'est qu'il était favorable à l'impôt sur le revenu, qui était nécessaire à rééquilibrer le budget d'un État moderne. Selon lui, c'était indispensable. Seulement, il a estimé que ce texte de loi était mal ficelé, qu'il n'arrivait pas au bon moment. Politiquement, ça aurait été une catastrophe. En revanche, il instaure déjà un impôt progressif sur les successions. C'est une première brique vers ce qui, peu à peu, deviendra le grand État technocratique du milieu du XXe siècle. En 1906, la Chambre est nettement plus à gauche, donc. Les radicaux viennent d'instaurer la séparation de l'Église et de l'État. Rappelez-vous cette espèce de divorce, cet énorme bouleversement de 1905. On vient de réhabiliter le capitaine Dreyfus. Bref, le moment est beaucoup plus favorable pour créer cet impôt sur le revenu. Et le nouveau président du Conseil, Clémenceau, va donc confier cette mission à Caillaux, qui agit avec la rigueur, la méthode et le savoir-faire qu'on lui connaît maintenant. Et il va monter une réforme fiscale, mais beaucoup plus solide que celle qui avait été proposée quelques temps plus tôt. Il crée un système de tranches de revenus avec une progressivité au-delà de 5 000 francs annuels. 5 000 francs, c'est pas mal d'argent à l'époque. Alors évidemment qu'à droite, on n'est pas content du tout, on crie à l'inquisition fiscale, mais le texte n'en est pas moins voté en 1909 avec les voix des socialistes, de Jaurès en l'occurrence. En revanche, le Sénat, lui, bien sûr, freine des 4 fers, en attendant que le gouvernement tombe, ce qui arrive bientôt, et qu'on suspende donc la réforme. Mais on ne peut pas dire que cette réforme de l'impôt sur le revenu, pour autant, soit tout à fait enterrée. Caillaux est furieux. Il estime que Clémenceau ne l'a pas suffisamment soutenu, et il le fait savoir. Ça va être le début d'une rivalité qui ne va faire qu'empirer et qui va coûter extrêmement cher à Caillaux. Il y a un personnage à cette époque de la Troisième République qu'il ne faut pas mécontenter et qui s'appelle Clémenceau. Et Clémenceau finira par faire jeter Caillaux en prison. Vous allez me dire que je vais peut-être un peu vite en besogne, mais on va rentrer dans le détail de cette affaire. Vous écoutez Radio Classique. Donc Caillaux est maintenant dans le camp des radicaux. En 1911, c'est la consécration pour lui puisqu'il devient président du Conseil avec une priorité qui n'est plus la fiscalité. On est dans les questions diplomatiques à l'époque et c'est déjà la question de l'affrontement avec l'Allemagne. 1911, la question du Maroc. La France ambitionne d'établir son protectorat sur le Maroc, elle a déjà des troupes à Fès, et c'est à ce moment-là que l'Allemagne décide donc de lui disputer ce pays en envoyant sa canonnière à Agadir, crise au Quai d'Orsay et au ministère de la Guerre. On veut en découdre, seulement Caillaux estime que les Allemands ne visent pas le Maroc. Ils veulent surtout faire pression sur les Français pour obtenir une concession au Congo, dans une espèce de marchandage colonial. Je cite Henri Paul dans la préface qu'il a donnée à ses mémoires republiées de Joseph Caillaux. Il prend le dossier à bras-le-corps en bousculant les usages et son ministre des Affaires étrangères. Contrairement aux demandes du Quai, il refuse l'envoi d'un bateau de guerre sur place pour éviter de donner aux Allemands un argument supplémentaire en court-circuitant les services et en traitant confidentiellement et officieusement avec le secrétaire d'État allemand et l'entourage de Guillaume II, Caillaux parvient rapidement à un accord secret. Le Maroc devient protectorat français, les intérêts économiques allemands sont respectés, certaines portions du Congo français seront même cédées à Berlin.
Caillaux prend soin de préciser que ces possessions avaient déjà été acquises diplomatiquement par l'Allemagne en 1895. Beaucoup d'habileté, vous voyez, qui n'est pas toujours bien comprise d'ailleurs. Il s'est battu seul contre tous, Caillaux, pour obtenir cet accord. Et d'ailleurs, il écrira dans ses mémoires, donc plus tard, après la guerre, ce n'est pas d'hier qu'il y a eu en France 2 écoles politiques, dont l'une, s'appliquant à ménager le sang et la richesse de la nation, se conformant au conseil de Richelieu, négocier en tout temps et en tout lieu, ne se résigne à la guerre que quand elle ne peut y soustraire le pays sans compromettre ses intérêts vitaux. Et dont l'autre, porté à trancher les nœuds gordiens au lieu de les dénouer, envisage sans défaveur les conflagrations où beaucoup aiment à se persuader que les énergies nationales se retrempent. La confrontation avec l'Allemagne n'est donc plus d'actualité. Quand même, le Quai d'Orsay et la droite révèlent des négociations secrètes de Caillaux. Ça n'est pas bien porté, ça. Et d'ailleurs, il est obligé de démissionner. Il s'était mis à dos la bourgeoisie avec son impôt sur le revenu, il faut le dire, et avec ses idées diplomatiques, il se met maintenant à dos tous les va-t-en-guerre des 2 camps. Le voilà donc très isolé, et à quiconque ouvrira les yeux, il apparaîtra que la chute du gouvernement que je présidais fut le point de départ aussi bien que l'occasion d'un changement profond dans la politique du pays, dit-il. Et c'est vrai que Poincaré en profite pour devenir président du Conseil, puis président de la République, un égoïste, un fourbe et un lâche, dit Caillaux. Poincaré n'en instaure pas moins un rapport de force avec l'Allemagne. Il soutient l'effort militaire et en plein Conseil des ministres, il dit « S'il le faut, nous créerons un incident de frontière. Ce n'est pas si difficile, n'est-ce pas, monsieur le ministre de la Guerre ?» En août 1913, le service militaire est porté à 3 ans. Si j'ose dire, ça sent le roussi. Caillaux et Jaurès s'opposent à tout ça, mais ils ne sont pas majoritaires. En décembre 13, Caillaux est rappelé au ministère des Finances par le radical Doumergue. Il a aussi conquis la tête du parti radical. Il fait campagne pour les législatives d'avril 14. Il compte faire gagner la gauche, accéder à Matignon, enfin à Matignon à l'époque en tout cas, à la présidence du Conseil, et prendre Jaurès comme ministre des Affaires étrangères. Le programme sera l'impôt et la paix. Et d'emblée, la droite fait feu de tout bois pour abattre celui qui a comme programme exactement tout ce qu'elle combat. Et le Figaro va publier 138 articles en 95 jours. Je sais, on sait, parce qu'Henriette Caillaux a compté tout ça. L'ennemi de la prospérité nationale, le fossoyeur de la France. Enfin bref, c'est Barrès qui dira que Caillaux est l'homme le plus haï de France. Caillaux a le cuir épais, il prend tout ça, il emmagasine, si je puis dire, il rend coup pour coup, il défend sa probité, sa politique. Et le directeur du Figaro, donc Calmette, qui est un peu à bout d'arguments, promet de publier les fameuses lettres compromettantes. Ça, c'est la menace qui va rendre Henriette Caillaux complètement folle, qui va armer son bras qui ne tremble pas et qui vient tuer Calmette dans son bureau. Caillaux est bien obligé de démissionner pour défendre sa femme aux assises. Il connaît le procureur, il connaît le président, il engage l'avocat de Zola et de Dreyfus, il fait enquêter sur les jurés et récuser tous ceux qui sont de droite. Le 28 juillet 14, et alors que la préméditation a été établie, Henriette Caillaux est acquittée. Entre-temps, la gauche a remporté les élections législatives, seulement Caillaux est resté à l'écart évidemment, et 3 jours après l'acquittement, c'est l'assassinat de Jean Jaurès. Et une fois Jaurès mort, que voulez-vous que fasse Caillaux tout seul, contre tous les partisans de la revanche ? Est-ce qu'il aurait pu tout seul empêcher la course à l'abîme ? Probablement pas, mais de toute façon, il est maintenant hors circuit. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Ma politique avait succombé, écrit Caillaux dans ses mémoires. J'avais fait figure d'homme d'État vaincu. Pendant près de 10 ans, je devais être traqué. Et c'est vrai que pendant la guerre, alors qu'il remplit quelques missions militaires ou diplomatiques, un jour, il est en villégiature avec Henriette à Vichy. Il est attaqué par des militants de l'Action française. Et il va devoir dégainer son pistolet pour tenir à distance ceux qui veulent l'abattre. Depuis la violente campagne électorale de 14, il porte sur lui une arme. En 1915, il se promène en Italie. Il mène une vie mondaine, il ne se méfie pas. Il explique à qui veut l'entendre qu'il faut négocier une issue au conflit. Ça revient aux oreilles du nouveau président du Conseil, Clémenceau.
Il y a des gens qui se sont rendus coupables d'indiscrétion, de légèreté, de faiblesse, qui n'ont peut-être pas réfléchi aux conséquences des actes qu'ils commettaient. Peut-être leur responsabilité est-elle plus gravement engagée que nous ne le pensons. C'est possible, mais ce n'est pas à moi qu'il appartient de le dire. C'est au juge, dit Clémenceau, qui évidemment vise directement Caillaux. Le juge, c'est la haute cour en l'occurrence, et le chef d'accusation, c'est intelligence avec l'ennemi. Caillaux risque le peloton d'exécution. Clémenceau le fait arrêter le 14 janvier 1918 et l'envoie à la prison de la Santé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors cette fois, Caillaux n'a pas le procureur dans sa poche. C'est celui d'ailleurs qui a envoyé Mata Hari au peloton d'exécution. Et simplement, Caillaux a pour lui les faits. Il n'est pas un traître, on peut apporter aucune preuve, mais Clémenceau insiste, on relance l'instruction et Caillaux va rester en prison. Il va subir 80 interrogatoires. Il est jugé en 1920, donc après la guerre. « Je n'étais plus coupable que d'être innocent », écrira-t-il. Et la haute cour va quand même le reconnaître coupable de correspondance avec des sujets d'une puissance ennemie et le condamner à 3 ans de prison avec sursis et 5 ans d'éloignement de Paris. Autant dire qu'il est banni. Il se retire donc chez lui. Il écrit « Méprisons. Une seule faute, avoir eu sur la politique et sur les destinées de la France d'autres conceptions que celles des maîtres de l'heure, avoir entendu marier la foi patriotique avec le souci de l'humanité, avoir regardé tous les périls quels qu'ils fussent, avoir anxieusement scruté l'avenir. » Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1925, le président du Conseil est un radical, c'est Herriot, c'est lui qui va amnistier Joseph Caillaux, qui a 62 ans et qui va revenir comme sénateur, et même retrouver quelques mois les finances, où il va mener une politique budgétaire tout à fait banale, enfin terne, disons. Il reste ensuite très influent au Sénat, il s'oppose à l'impôt sur le capital, il travaille à faire tomber Léon Blum. En 1940, il finit par voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, tout en refusant ensuite de participer à la politique du régime de Vichy. Il verra la libération depuis la Sarthe, mais il meurt très peu de temps après la libération, en novembre 1944. Dans la conclusion de ses mémoires, il écrit ce qui est une sorte de testament politique à la vérité. Il n'est qu'une méthode décisive pour triompher de la force brutale qu'Hitler et sa bande ont mise à leur service, c'est de leur imposer l'idée, avec un grand I. L'idée, c'est de crier inlassablement à l'Europe qu'elle est placée par la divinité en face d'un dilemme inexorable, s'unir ou disparaître. Et oui, il croyait déjà en l'Europe, Joseph Caillaux, il voulait la paix. Il aurait sans doute été heureux de voir naître la communauté en 1957, mais il aurait aussi continué à se battre. Amoureux du combat, écrivait-il, j'aimais à lutter contre le flot qui monte, tant pis s'il m'emporte, il me suffira d'avoir raison. Vous écoutez Radio Classique.